L'envoyé spécial de Washington pour le Liban, Amos Hochstein, arrivera aujourd'hui en Israël pour tenter de prévenir une détérioration de la situation sécuritaire avec le Hezbollah, alors que tôt ce matin, une cible aérienne a été interceptée à nouveau, et cette fois au-dessus d'Akko, tirée justement depuis le Liban. Pour en parler, nous sommes avec Eli Kermon, politologue, chercheur à l'Institut international pour la lutte contre le terrorisme à l'université Reichman en Israël. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup Eli d'être avec nous ce matin sur Radio J. Plus de 5000 missiles tirés depuis le Liban, depuis le 7 octobre sur le territoire israélien. Ce sont les chiffres dont nous disposons aujourd'hui. L'envoyé spécial de Washington pour le Liban, donc Amos Hochstein, arrivera aujourd'hui dans l'État hébreu pour tenter d'épargner peut-être d'une nouvelle guerre plus globale et notamment au nord d'Israël. Alors est-ce que c'est encore possible, Eli ? Je ne crois pas à la négociation américano-française. Peut-être l'Arabie Saoudite est aussi impliquée. Ce que le gouvernement français a proposé il y a quelques mois, un retrait de 10 km des forces Radouane, ce n'est pas sérieux. Hezbollah ne pense même pas de le faire si les troupes de Hezbollah se sont déjà pour plus de 10 km. Je crois que la solution, ce serait adopter de nouveau la résolution 1701 du Conseil de sécurité, mais pour le moment, je ne vois pas le Hezbollah accepter cette solution. Et en même temps, il y a une escalade très importante de la part du Hezbollah sur le nord d'Israël, et donc tout ça, je suis très pessimiste pour un succès de la négociation américaine et internationale. Alors vous parlez justement de médiation américaine, internationale. La France aussi, la France exclut des négociations. On a pu lire ce tweet notamment du ministre Yoav Gallant, critiquer la France, la charge de Yoav Gallant contre la France qu'il accuse d'antisémitisme, et Israël qui dit qu'ils ne seront pas partenaires justement des Français si la France participe à trouver une solution sécuritaire. Et il y a aussi bien sûr cet événement, vous avez suivi cette semaine l'exclusion d'Israël du salon d'armement Eurosatori. Alors qu'est-ce que ça dit des relations aussi entre Israël et la France ? Mais vraiment, les relations sont très tendues. Je crois que la stratégie ou la politique du président Macron depuis le 7 octobre l'année passée a eu des hauts et des bas dans ses relations avec Israël. Il y a eu des choses vraiment incompréhensibles. Je ne vois pas pourquoi Israël ne peut, les industries et les personnalités israéliennes ne peuvent pas visiter ou exposer au salon aérien en France. À mon avis, ce n'est pas antisémitisme, c'est une décision politique très erronée, à mon avis. Et cela vraiment a provoqué, si vous voulez, la réaction du ministre de la Défense israélien Gallant. Et ce n'est pas exactement, je crois, relationné avec la solution du Liban. Mais déjà, comme je dis, la France, ce qu'a proposé la France, c'est un peu ridicule. Ce n'est pas une solution qui peut être acceptée par Israël. Et on sait aussi que la France n'a aucune influence sérieuse sur le Hezbollah. On voit que la situation politique est complètement chaotique, il n'y a pas de président, il n'y a pas vraiment un... Et donc, la France joue peut-être la carte arabe en ce moment, mais cela ne donnera pas de résultats très positifs à la France le prochain avenir. Le Hezbollah met en danger le Liban. Quand nous disons que nous ne permettrons pas que le 7 octobre se reproduise, nous le pensons vraiment. C'est ce qu'a par ailleurs indiqué hier le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, à l'approche donc de la venue d'Amos Hochstein, le médiateur américain. Vous parlez justement du Liban aujourd'hui, et finalement le peuple libanais, on l'entend assez peu par rapport au Hezbollah, qu'on entend beaucoup, au chef du Hezbollah, qu'on entend beaucoup. Est-ce qu'on a des retours peut-être sur ce qui se dit au Liban, mais de la part du peuple, de la population libanaise? Comment ils voient cette situation justement, cette guerre future, prochaine, hypothétique avec l'État hébreu? Il y a des facteurs et des éléments dans la société libanaise, surtout des chrétiens, un peu les sunnites et les druzes, qui s'opposent clairement à la stratégie de Hezbollah d'impliquer tout le Liban, parce que la menace, ce n'est pas seulement contre le Hezbollah, mais tout le Liban, dans cette guerre qui n'a pas été provoquée. C'est une guerre à laquelle ils participent sans aucune provocation de la part d'Israël. Mais ils n'ont pas d'armée. Le Hezbollah est plus fort que l'armée libanaise.
on voit que la France et les États-Unis tentent de renforcer l'armée libanaise. Mais la majorité des soldats de l'armée libanaise sont des chiites. On sait que déjà en 2013-2014, une partie des chars et de l'armement américain et français ont été passés de l'armée au Hezbollah, surtout à Qousseir en Syrie. Et donc, il n'y a pas vraiment une force organisée pour s'opposer au Hezbollah. À mon avis, la seule possibilité, c'est une pression internationale, parce que la communauté internationale veut aider le Liban de sortir de ce chaos économique et social, et a proposé, je crois, 7 milliards ou 5 milliards de dollars pour aider l'économie du Liban. Mais en même temps, on sait que cela, en même temps, soutient l'effort de Hezbollah, l'effort de guerre de Hezbollah. Et donc, à mon avis, il devrait y avoir une pression économique et politique internationale contre le Hezbollah et contre le Liban, c'est-à-dire convaincre tous les Libanais qu'il n'y a pas de solution dans une guerre avec Israël. Le Hezbollah, par ailleurs, on en parle, qui est médiateur dans les négociations pour tenter d'obtenir la libération des otages. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire dans la presse israélienne. Le Hezbollah qui aurait conseillé au Hamas d'être flexible dans sa réponse au projet d'accord sur les otages, justement. Qu'est-ce que ça signifie exactement, être flexible, Élie Carmon? Je ne suis pas sûr que c'est une information exacte. Celui qui a publié cette information, c'est Al-Akhbar, je crois, le journal qui est pro-Hezbollah. Mais en fait, Hezbollah a déclaré qu'au moment où la guerre à Gaza sera terminée, il y aura le retrait israélien de Gaza total. Donc, le Hezbollah cessera ses hostilités contre Israël. Peut-être cet intérêt maintenant de Hezbollah en face d'une possibilité d'une escalade qui mène à une guerre totale provoque cette réaction de Hezbollah, mais je ne crois pas que le Hamas sera influencé, même s'il y a cette proposition ou cette recommandation du Hezbollah, parce que les intérêts du Sinwar et des leaders militaires qui se trouvent à Gaza, c'est de continuer la guerre, et ils ont l'impression qu'ils vont obtenir ce qu'ils ont cherché dès le début, c'est-à-dire le retrait israélien total de Gaza. Israël se trouve dans une situation de faiblesse stratégique très importante. Et on n'a pas obtenu la libération, il n'y a pas d'accord pour la libération des otages, il n'y a pas une défaite totale militaire du Hamas à Gaza, et il n'y a pas une solution après la guerre, parce que le gouvernement de M. Netanyahu n'accepte pas la participation des facteurs ou des éléments palestiniens qui proviennent de l'autorité palestinienne ou d'autres, par exemple le Fatah, qui a une présence et une importance à Gaza. Et donc, le front du Gaza est disons, neutralisé du point de vue Israël. Et il y a aussi le problème et le facteur américain. Les États-Unis, surtout l'administration Biden, n'a pas aucun intérêt pour une guerre régionale qui pourrait être une guerre globale avant les élections de novembre. Et tout ça limite la possibilité d'Israël pour intervenir avec force au Liban. Et d'ailleurs, je ne crois pas que la proposition de brûler le Liban, détruire toute cette infrastructure, c'est dans l'intérêt d'Israël. Qu'est-ce qu'il y aura avec les relations avec les chrétiens, avec les sunnites, avec les druzes et même une partie des chiites. Donc, il y a une difficulté pour décider une grande opération d'Israël dans le nord contre le Hezbollah. Et on oublie aussi l'Iran qui se trouve derrière cela et qui est dans une position de force après que ces proxies ont réussi à affaiblir Israël. Et puis il y a aussi toutes ces personnes, ces centaines de milliers d'Israéliens qui ont dû fuir leur foyer au nord d'Israël, justement. Pour l'instant, leur retour n'est pas assuré, en tout cas, donc ça signifie peut-être que quelque chose se prépare aussi, Élie Carmon. Bien sûr, moi j'étais convaincu dès le début que c'est une erreur stratégique de décider de voir la population du nord d'Israël vers le centre, c'est-à-dire provoquer ou construire une sorte de buffer zone. Avant, c'est Israël qui provoquait une buffer zone dans le sud du Liban et pas l'inverse. Et même le commandant du Front Nord a déclaré il y a quelques jours qu'il pense que ces décisions qui ont été prises au dernier moment, si vous voulez, c'est pas clair qui exactement a décidé, comment on a décidé cette
ce mouvement de population qui maintenant ne peut pas retourner. Le Premier ministre a dit qu'avant décembre, peut-être, on ne peut pas retourner, c'est-à-dire que les écoles ne peuvent pas ouvrir. Et le Hezbollah prend avantage de cela et continue à détruire l'infrastructure civile, surtout l'agriculture et aussi les bâtiments dans les grandes villes comme Kiryat Shimon et Shlomi, Metula. Et cela clairement provoquera un problème pour le retour de la population quand il n'y a pas des maisons, quand il n'y a pas une industrie ou une agriculture qu'on peut utiliser dans la vie pour gagner sa vie. Alors une dernière question, Eli Carmon, parce que vous parliez de Benjamin Netanyahou, et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de divisions sur la scène politique intérieure israélienne. On évoquait les négociations pour tenter d'obtenir la libération des otages. L'ancien ministre du cabinet de guerre Benny Gantz affirme que les pressions de l'aile droite du gouvernement retardent un accord sur les otages, et notamment Ben Gvir, Smotrich, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment analyser cette information? Et cela était aussi pendant la participation de Gantz et de Eisenkot au gouvernement de Netanyahou. C'est-à-dire la pression de Ben Gvir et de Smotrich était tellement forte que le Premier ministre devait accepter ces conditions. À mon avis, le Premier ministre Netanyahou lui-même est intéressé à continuer la guerre, c'est-à-dire pas résoudre le problème, résoudre complètement le problème des otages, parce que du point de vue de sa situation politique et juridique, il a intérêt à continuer la guerre. Et j'ai peur, je suis très inquiet si la décision de faire une guerre dans le Nord ne serait pas aussi une décision politique, quand il y a vraiment une pression de la population de la région, mais même de la population en général en Israël, mais en même temps, il doit tenir compte des contraintes qui existent surtout sur le plan international. Sans un appui militaire et politique sur la scène internationale des États-Unis, on ne pourra pas vraiment résoudre le problème du Front Nord. Merci beaucoup, Eli Carmon. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J pour toutes ces précisions et particulièrement sur ce qui se passe dans le nord d'Israël. On continuera bien sûr à suivre la situation assez inquiétante. Merci beaucoup, à très bientôt sur Radio J.